Bonjour à tous, c'est Cyril pour limpers.com. Aujourd'hui, je vais jouer sur deux tables de No Limit 200 Short Ended sur PokerStars. Et on va aborder quelques points particuliers durant cette vidéo, notamment la sélection de table et le jeu face aux régulars, et particulièrement les joueurs qui jouent sur beaucoup, voire trop de tables, et comment essayer de tirer ça à notre avantage et d'exploiter le fait qu'ils jouent sur trop de tables. On abordera également la range de 3 bêtes en position, c'est-à-dire quelle main faut-il relancer sur relancer pré-flop, avec quel type de main est-il préférable de simplement payer. Sur la table de droite, on remarque qu'on a un joueur KV à 40 BB, X qui est KV à 80$, soit 40 BB. On abordera également le jeu face à ce type de joueur et comment peut-on essayer de tirer notre avantage, le fait qu'il soit short stack. Et nous aurons également une discussion un peu approfondie sur le fait d'avoir un plan dans la main, c'est-à-dire essayer au flop de déterminer notre action suivant telle ou telle carte qui va arriver au turn ou à la rivière. Essayer de ne pas être pris au dépourvu, d'avoir une action si telle carte arrive, d'avoir une autre action sur telle carte arrive, mais vraiment avoir un plan dès le flop sur le turn et la rivière, voir quelle carte on va continuer à seconde barrel, quelle carte on va checker, abandonner le coup, etc. Sur la table de gauche, avec As-3 offsuit, si c'est foldé jusqu'à moi je vais relancer, c'est une relance assez standard pour ma part. Essayer de cultiver une image agressive, relancer beaucoup de mains en fin de position, essayer de gagner les blinds ou de jouer un coup en position face au blind. Objectif principal de cette relance. Ici malheureusement on est payé 3 fois, donc on voit un flop à 4 joueurs et j'ai totalement raté le flop. Donc ici je vais checker et abandonner le coup. Probablement un des joueurs a touché une partie du board. Ça va être très difficile de pouvoir essayer de vouloir gagner ce coup, d'essayer de les faire folder. Donc ici je préfère checker et folder sur n'importe quelle mise. Voilà, je check et j'abandonne le coup. Et d'ailleurs on remarque à backup donc qu'il y avait un 10, il aurait probablement pas foldé au flop. Donc avec un autre joueur qui avait également une paire, Daxonovic qui avait également un 6, donc ici j'ai préféré simplement abandonner le coup directement au flop face à 3 adversaires. Alors, faire pause pour donner mon raisonnement sur cet As-Dame UTG plus 1. Alors, le joueur House Advantage est très tight. D'après les statistiques Hold'em Manager, on remarque qu'il a un VPIP de 13%, un preflop raise de 10, 3.2 correspond à son pourcentage de 3 bêtes, sur un échantillon de 1400 mains. Donc ce joueur House Advantage, d'après les stats, on remarque qu'il est très tight, qu'il a une sélection de mains très stricte pré-flop, et qu'il aura une sélection d'autant plus stricte ici qu'il est UTG. Donc ici on a une vraie question à se poser, savoir est-ce que c'est intéressant de jouer cet As-Dame ou pas. On va faire une petite analyse avec PokerStove. Donc PokerStove est un logiciel qui vous permet de faire des calculs d'equity, vous avez le lien dans le thread de la vidéo, et je vous conseille vraiment de le tester, de faire des calculs d'equity, c'est vraiment très très important d'être bien familier avec ce concept-là. Donc ici, House Advantage, je relance 10% de ses mains dans toutes les positions, donc on va faire une supposition et supposer qu'il relance seulement 4% de ses mains UTG. On remarque que sa range sera très très fort dans cette situation. Donc les cartes qui sont surlignées en rose correspondent à les mains qu'il va relancer UTG. Donc on remarque qu'il a une range vraiment très très forte. Et on va essayer de déterminer comment réagit As-Dame offsuit face à cette range là. Alors la première chose à remarquer, c'est qu'on est évidemment largement des favoris ici, que sa range est favorite à 2 contre 1 face à notre main. Donc la meilleure manière de jouer cet As-Dame va vraiment dépendre de votre plan de main, votre plan durant la main. C'est-à-dire, si vous décidez de jouer votre As-Dame de type fit or fold, c'est-à-dire vous payez la relance UTG d'un joueur super tight avec As-Dame, que vous allez continuer dans la main que si vous touchez une dame, que si vous touchez un As, alors il est préférable largement de folder pré-flop. En jouant de cette manière-là, vous allez également vous trouver dans une situation très délicate. Par exemple, si le flop vient à 7-2, que ce joueur-là vous donne beaucoup d'actions, vous aurez très rarement la meilleure main avec As-Dame. D'autant plus que la majorité du temps, vous allez absolument totalement rater le flop, c'est-à-dire pas d'As, pas de Dame, pas de tirage, absolument rien du tout. Donc ici, vous jouez de cette manière-là, alors il est préférable de folder As-Dame pré-flop. Vous avez un déficit d'equity beaucoup trop important pour pouvoir jouer votre As-Dame de manière profitable face à cette range-là. Ici, par contre, on est en position et je vais jouer mon As-Dame de manière un peu différente, c'est-à-dire que je vais jouer mon As-Dame de manière agressive post-flop. Ce que je veux dire par là, c'est que même sans As, même sans Dame, je vais quand même essayer de gagner le pot. Je vais raiser des flops dangereux pour sa range pour essayer de le faire folder. Et l'idée, c'est vraiment
du fait de ce déficit d'equity là, il est indispensable d'essayer de gagner des pots sans avoir touché le flop. Notre déficit d'equity est vraiment beaucoup trop important pour simplement se contenter de payer et essayer de toucher un flop miraculeux. Donc ici, c'est ce que je vais faire. C'est que je vais payer avec mon as-dame, mais tout le temps en gardant au fond de ma tête que je vais devoir jouer agressif post-flop ou as-dame même sans avoir touché. Si le flop est dangereux pour sa main, par exemple pour sa range, je vais essayer de le faire folder. Voilà, c'est vraiment l'idée générale derrière ce call. Donc on est 3 voir le flop, la small blind a complété également. Et il check ici, donc quand il check, c'est qu'il abandonne le coup à 95% du temps, je dirais. Il a probablement pas envie de faire un continuation bet alors qu'il a raté le flop. Donc ici, c'est la situation idéale pour essayer de prendre le pot. Bon, malheureusement, la small blind check raise, je n'ai absolument rien, donc j'ai un fold assez facile à faire. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment qu'il va falloir essayer de gagner des pots sans avoir touché notre main au flop pour pouvoir rendre ce call avec as-dame profitable. Alors pour en revenir à la sélection de table, je dois dire que si c'était pas pour la vidéo, je changerais probablement les 2 tables que je suis en train actuellement de jouer. On a des joueurs, on a des régulars sur les 2 tables, on a House Advantage là qui joue sur beaucoup de tables, qui est présent sur mes 2 tables. On a également Abacab Donkey qui est un bon joueur de NL200 qui est un régular de la limite. Til Donkey, je ne le connais pas, mais il semble avoir des statistiques décentes sur un échantillonnement assez faible. On a le joueur Kepa 2 qui semblerait un peu plus faible, et ça viendrait probablement du fait qu'il n'est pas KV au maximum, c'est-à-dire qu'il est KV à seulement 65 BB deep. Donc probablement pas régulier de la limite, donc probablement le joueur le plus faible à la table. Mais en dehors de ça, c'est quand même des tables que j'essaierai d'éviter. On a 2 régulars à la table. Il existe probablement des tables plus faciles disponibles à l'heure actuelle sur PokerStars, donc l'idéal, voilà, c'est de jouer face à des mauvais joueurs, d'éviter de jouer face aux régulars de votre limite. Et ça semble assez évident, mais il est bon de le rappeler. Poker, c'est pas une bataille d'ego, aucune raison de jouer face à des bons joueurs. Si vous pouvez trouver une meilleure table avec des joueurs un peu plus faibles, vous allez gagner beaucoup plus, vous aurez des décisions beaucoup plus faciles à prendre, moins de variance. Vraiment, vous avez tout intérêt à jouer contre des joueurs un peu plus faibles. Alors, je vais revenir sur la sélection de table en vous montrant mon principe de sélection de table sur PokerStars. Donc je joue principalement sur PokerStars et je vais vous montrer la manière dont j'essaye de sélectionner les tables justement pour essayer de trouver les tables les plus profitables. Donc tout d'abord, il y a quelque chose que peu de personnes savent, mais si vous faites un bouton droit sur cette barre là, la barre argentée, si vous cliquez avec le bouton droit, vous avez une fenêtre qui vous permet de trier la liste des tables. Donc ici, je trie les tables par limite, nombre de joueurs au flop et le pot moyen. Donc ce qui me permet en fait d'avoir tout en haut de la fenêtre les meilleures tables, les tables les plus profitables. C'est-à-dire un players par flop élevé. Donc nous aurons sur ces tables des joueurs qui vont être plutôt passifs, avoir beaucoup de joueurs au flop, pas tellement d'agressivité dans la table, ce qui est intéressant, et également des pots assez importants, justement des joueurs qui aiment mettre l'argent au milieu, c'est toujours intéressant. Donc rien qu'avec cette petite astuce, vous allez trouver des tables beaucoup plus intéressantes financièrement, avec des moins bons joueurs, éviter les régulars à la limite, et comme ça se concentrer sur les joueurs un peu plus faibles. Voilà, petite parenthèse. Alors paire de 5 sur la table de droite, on a un min raise ici. Je vais simplement coller, essayer de trouver un brelan. Pas vraiment envie de jouer cette main hors position. Alors qu'on m'offre des cotes assez intéressantes pour pouvoir essayer de trouver un brelan. Malheureusement, je pouvais pas trouver un flop plus mauvais que celui-ci pour ma paire de 5. J'ai aucun cœur, j'ai pas trouvé mon brelan. Donc ici, un check fold assez facile à faire. Alors pour en revenir au jeu face aux régulars de la limite, et notamment, comme je le disais en préambule, face aux joueurs qui jouent sur trop de tables,
La méthode que je vais essayer d'appliquer, c'est vraiment de jouer très agressif face à ce type de joueur, notamment pré-flop, c'est-à-dire euh, s'il s'avère par exemple que, on va prendre l'exemple d'House Advantage qui est, d'après ma note, joue plus de 20 tables, j'avais regardé une fois et je voyais qu'il joue sur 20 tables, ce qui est un nombre considérable de tables évidemment. Donc ce joueur va jouer un poker assez basique, c'est-à-dire qu'il va jouer principalement la force de ses mains. Sur ces 20 tables, il y a probablement une paire d'as à chaque moment sur une des tables. Donc si vous voulez, il va pas trop jouer tricky sur les autres tables, il va pas vraiment s'embarquer dans des situations avec des EV marginales. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment de jouer très agressif. Par exemple, s'il se trouve que House Advantage soit en big blind quand je suis en small blind, par exemple, je vais relancer constamment ma small blind avec any two card, avec n'importe quelle carte, et m'attendre à ce qu'il fold souvent. Quand il relance au bouton, je vais également le 3 bet de manière assez délibérée, relancer beaucoup. Voilà, c'est assez facile à comprendre. Il joue sur tellement de tables qu'il va folder très souvent. Il va pas vraiment, s'il a une main marginale, il va pas payer, il va pas essayer de vous outplayer post-flop. Il va simplement folder et attendre une meilleure situation sur une des autres tables sur laquelle il joue. Donc on va essayer de tirer ça à notre avantage tout simplement. Et ce qui est intéressant également face à ce type de joueur, c'est si jamais vous payez par exemple une de ces relances en position. Par exemple, c'est intéressant de flotter. C'est vraiment des candidats parfaits pour le float. C'est-à-dire que imaginons que House Advantage relance au cutoff, je paye au bouton, le flop vient peu importe, House Advantage c'est bet, et là ça peut être intéressant de payer avec pas mal de mains et de miser le turn si jamais il check et vous attendre à ce qu'il fold très souvent. Encore une fois, il va probablement pas jouer tricky, il va jouer de manière assez ABC, c'est-à-dire qu'il va miser quand il a du jeu, il va checker, folder quand il a rien, et que finalement voilà le plus facile c'est simplement de jouer Oups, je vais revenir 2 petites secondes en arrière, voilà j'ai raté cette main. Alors ici je relance roi5 suité au bouton et on a le joueur qui donc bet le flop. Alors il faut savoir que j'accorde pas beaucoup de crédit au donc bet. Le problème ici c'est que le flop est très connecté, qu'il peut me faire ça avec un tirage couleur, un tirage quinte, et que même si je relance il va probablement pas folder. Donc ici j'aurais tendance à vraiment relancer beaucoup de donc bet. C'est-à-dire, par exemple, si le flop était roi, pas roi parce que j'en ai un, mais je sais pas, as, 5, 4, par exemple, s'il vient donc bêter ce flop, j'aurais tendance à le relancer. En m'attendant à ce qu'il ait pas souvent une main assez forte pour pouvoir continuer. Ici, le problème, c'est que le flop, encore une fois, est tellement connecté qu'il va continuer avec des tirages, et ça va pas être profitable pour moi de pouvoir relancer avec une main aussi faible que roi 5 et qui a totalement raté le flop ici. Donc je vais folder. Alors je cherche une nouvelle table pour remplacer la table de droite. On a un autre joueur qui vient d'arriver sur la table de droite, WCG Rider. Vous en avez probablement entendu parler. Il y avait une news sur Limpers il y a quelques temps, je crois, il y a quelques mois. Donc ce joueur-là, WCG Rider, avait fait un pari sur 2+2, comme quoi il pouvait gagner 10 000 $ en NL25. Donc il jouait une vingtaine de tables en NL25 full ring. Donc c'est exactement le type de joueur duquel je vous parlais, un joueur qui joue sur énormément de tables. Et que on va essayer de tirer avantage justement du fait qu'il joue sur tellement de tables qu'il ne peut pas vraiment réfléchir à chaque situation de manière très approfondie, donc il va souvent folder, voilà, et je vais essayer de jouer agressif contre ce type de joueur là. Alors sur la table de droite, on a le joueur Xitarex qui relance au bouton. Au cutoff, pardon. Donc si je me retrouve avec Dame 10, j'ai pas vraiment envie de payer avec Dame 10, c'est une main assez faible pour jouer face à un joueur qui est KV à seulement 40 BB. Donc ici je décide de faire un petit 3 bet, je 3 bet seulement à 16. Mais ce qui est intéressant avec ce bet sizing, c'est-à-dire que maintenant s'il veut pouvoir jouer cette main, il va devoir mettre son stack en danger. C'est-à-dire que pour gagner ce qui est
au milieu, il va devoir faire tapis à 80$, ce qui est finalement en termes de risk-reward assez faible. Et du coup, comme ça, je vais pouvoir lui faire folder beaucoup de mains. C'est un joueur qui avait l'habitude, je me souviens, et j'ai beaucoup joué face à lui, j'ai 1 million, 1300 mains, pardon, avec ce joueur-là, et il avait l'habitude de jouer à 20 BB, c'est-à-dire ce qu'il y avait à 40$. Et c'est vrai que c'est très ennuyeux de jouer face à ce type de joueur-là qui va faire tapis quand vous relancez au bouton avec une range assez large, du fait que vous relancez également beaucoup de mains au bouton, il le sait, donc il va essayer de vous revoler avec un éventail de mains assez large, donc c'est assez difficile de jouer face à des joueurs qui avaient à 20 BB. Ici, le fait qu'il soit à 40 BB, je sais pas vraiment pourquoi il est KV à 40 BB, pardon. D'habitude, ces types de joueurs-là, ils s'en vont de la table dès qu'ils ont doublé, ils vont sur une autre table pour se recaver encore à 20 BB. Donc ici, je sais pas du tout pourquoi il reste à 40 BB, je sais pas s'il s'est KV à 40 BB en arrivant. Mais voilà, donc du fait qu'il soit KV à 40 BB, ça va me permettre justement encore une fois de pouvoir le 3-bet, pas forcément beaucoup, mais le 3-bet assez régulièrement comme ça, de cette manière-là, et mettre son stack en danger de manière complète. S'il veut continuer dans la main, il va devoir faire tapis. Ce type de joueur ne joue que très rarement post-flop, leur décision se limite à faire tapis pré-flop ou à folder. Donc ici, quand j'ai relancé à 16 sur son ouverture à 5, finalement, s'il veut gagner le pot, il faut qu'il fasse tapis. Il a 80$ à mettre pour en gagner 20. Donc à moins qu'il ait une vraie main, il va folder. Et donc je m'attends du coup, vu qu'on a assez peu rarement une bonne main, je m'attends à ce qu'il fold très souvent et comme ça tirer un profit de ce petit 3-bet là avec un peu tout et n'importe quoi. Et ici je l'ai fait avec Dame 10, mais on peut évidemment le faire avec vraiment tout et n'importe quoi, du fait qu'il va soit faire tapis, soit folder. On n'aura quasiment jamais de jeu post-flop à faire avec notre main, donc qu'on ait 2 et 3, qu'on ait Dame 10, ça revient un peu au même, finalement l'idée c'est vraiment de le faire folder dans cette situation-là, et on n'aura pas de jeu post-flop. Alors on a une vraie main sur la table de gauche avec As-3 suité au cut-off. Et malheureusement pas d'action, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure au fait de la sélection de table. Quand vous avez, quand on a une table qui semble assez décente là sur la table de gauche avec des joueurs qui semblent à peu près savoir ce qu'ils font, et du coup vous avez un VPIP de la table qui est assez faible, et vous n'avez pas des joueurs qui vont vous payer, qui vont avoir une range beaucoup plus importante, qui vont vous payer avec des mains qui sont dominées, etc., qui vont faire de grosses erreurs pré-flop et post-flop. Et voilà, c'est moins profitable quand vous avez les As, quand vous avez As-3, vous avez envie de faire payer, vous n'avez pas envie que vos adversaires simplement set mine avec paire de 5 pour essayer de trouver un brelan, essayer de vous stacker quand le flop vient à 5-2 par exemple. Donc voilà, encore une fois, la sélection de table est vraiment très importante et je vous recommande vivement d'y prêter une grande attention. Sur la table de droite, en petite blind, j'avais Dame 9 et j'ai relancé la grosse blind house advantage, et vous allez voir durant la vidéo, je vais le faire constamment, tout le temps. Alors ici je relance Dame 9 offsuit au bouton, je suis payé par la small blind, la grosse blind pardon. Donc ici je c-bet ce flop, on va faire une petite pause. C'est pas forcément le meilleur flop pour c-bet, étant donné qu'il touche quand même assez fort une range de call en big blind. Je peux néanmoins lui faire folder des overcards type As Valet, As 10, 3 Dame, Valet 10, etc. Je peux lui faire folder quand même un certain nombre de mains. Donc ici je décide de c-bet ce flop. Face à deux joueurs, je n'aurais jamais c-bet ce flop, mais ici mon face en heads up, je vais quand même le faire. Par contre, la turn est très horrible pour continuer à miser. Il a probablement maintenant quelque chose comme 2 paires ou une paire plus un tirage quinte. Il a peut-être la flush, il a peut-être la quinte. Enfin, si vous voulez, là maintenant, c'est une situation que je vais checker et folder la rivière, abandonner le coup. Et si je continuerai, si je viens un second barrel dans cette situation, c'est vraiment avec une vraie main. Et au minimum, je pense ici, ça sera la quinte ici si je continue à miser. Du fait que je m'attends vraiment pas à ce qu'il fold le 7, si vous voulez, vraiment une carte trop mauvaise et améliore sa range. S'il avait 6 et 7 par exemple, maintenant il a 2 paires, il va pas vraiment folder top 2. Donc ici, voilà, je préfère simplement abandonner le coup dans cette situation. Par contre, si la turn avait par exemple été un roi, ça aurait été intéressant de continuer à miser. Du fait que s'il a touché ce flop, je sais pas s'il a un 5, par exemple, je sais pas s'il a 5, le fait que la turn soit un roi, ça fait une overcard de plus à sa paire, et du coup ça va être plus difficile pour lui de pouvoir continuer dans la main. Mais bon, avec un 7, encore une fois, c'est plutôt
très très mauvais de continuer à miser ici. Ici, si le bouton relance avec As-9, je vais folder. As-9 offsuit, c'est le type de main qui a des reverse implied odds assez terribles, c'est-à-dire que si jamais votre adversaire n'a pas d'As, vous allez gagner un petit pot. Et s'il s'avère qu'il est un As et qu'il est un meilleur As que vous allez perdre un pot de taille assez décente. Donc finalement, vous allez gagner soit des petits pots, soit en perdre des plus gros. Voilà, donc c'est une situation plutôt à éviter et préférable de folder. Ici, avec 4 et 5 offsuit, je décide de folder. Mais c'est peut-être pas une situation si mauvaise que ça pour relancer, pour 3BT au advantage. Encore une fois, c'est un joueur qui joue sur 20 tables, qui va folder très très souvent. S'il n'a pas une vraie main, il va folder ici. Donc ici, j'ai décidé de folder, mais un 3-bet, pourquoi pas de temps en temps. Et encore une fois, vous attendez pas vraiment à ce qu'il paye, donc la force de ma main n'a pas vraiment d'importance. Bon, si vous êtes payé, c'est mieux d'avoir une vraie main. Mais il va folder tellement souvent que vous allez montrer du profit rien qu'avec toutes les fois où il va folder. Ici valet 10, c'est une main que je vais jouer, que je vais relancer au bouton. Si l'un des deux joueurs me 3-bet, je vais très souvent payer avec valet 10, c'est une main qui se joue très bien en position post-flop. Donc ici, si jamais un des joueurs me 3-bet, je vais payer et essayer de jouer post-flop. Il s'avère que les deux joueurs fold. Alors une petite astuce, comme je disais tout à l'heure, pour repérer les joueurs un peu plus faibles, généralement les joueurs qui sont pas stackés au maximum sur la table de droite, par exemple on remarque Colaro 007 n'est pas KV à 200$, il a un peu moins. Ça m'indique tout simplement que c'est pas un régulier à la limite, c'est pas un joueur qui joue régulièrement en L200, c'est un joueur qui vient probablement tenter un shot, qui joue de manière occasionnelle. Et type de joueur probablement un peu plus faible par rapport au régular, et type de joueur contre qui je vais vouloir jouer beaucoup de pots en position. C'est plutôt bien qu'il soit en grosse blind quand je suis au bouton. Il sera également... Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de jouer un maximum de pots contre les joueurs que vous identifiez un peu plus faibles. Donc ici 10 et 5 c'est une main très faible. Encore une fois je vais essayer de jouer un maximum de pots face à ce joueur-là. Non, c'est peut-être un très bon joueur, je le connais pas, mais ma première impression, simplement du fait de la taille de son stack, c'est qu'il est un peu plus faible que les autres. Voilà, bon, après je le connais pas, je vais pas vouloir dire des choses qui seraient fausses, mais... Sur la table de gauche, on a deux joueurs qui affichent leur statut VIP PokerStars sous leur avatar. Je vois pas vraiment d'intérêt à faire ça. Honnêtement, je vous le déconseille vraiment vivement. Aucun intérêt de laisser à savoir à vos adversaires que vous êtes un régulier de la limite, que vous jouez beaucoup de mains tous les mois, que vous êtes probablement un joueur décent du fait que vous jouez beaucoup. Donc voilà, je vois vraiment pas d'intérêt à laisser savoir à votre adversaire que vous êtes un supernova. Si vous avez votre statut supernova qui est affiché, vous allez avoir beaucoup moins d'actions sur vos heads up. En 6 max, les joueurs vont vous accorder peut-être un peu plus de crédit, etc. Alors que voilà, pas vraiment d'intérêt à faire ça, honnêtement. Préférable de rester entre guillemets caché. Donc ici on a le joueur Colaro 007 qui a limpé. Et quelque chose que je vous déconseille vivement de faire, et beaucoup trop d'avantages à relancer, à prendre l'initiative, gagner le pot pré-flop, faire un continuation bet au flop quand le joueur a raté le flop, etc. Limper A5 ici, il y a vraiment une grosse erreur. Et je vous déconseille de faire ça, c'est assez mauvais. Donc justement le fait qu'il limpe maintenant, ça me conforte vraiment dans le fait que ce soit un joueur un peu plus faible par rapport aux autres joueurs de la table. Et c'est contre ce type de joueur là que vous allez tirer probablement le plus de profit, et pas face à un joueur type House Advantage qui
qui a une range assez forte dans la majorité des cas et qui, si vous donne de l'action, ça sera probablement un couleur pour lui si jamais vous venez à le battre. Donc ici je regarde les statistiques Hold'em Manager, très détaillées d'ailleurs. Je vous conseille de tester ce logiciel qui est vraiment très très bien foutu, notamment au niveau du HUD. Vous allez avoir des données vraiment très détaillées, que ce soit au niveau de chaque position, de son attitude post-flop. Très très bon logiciel. Donc ici 8 et 7 suités, je vais relancer, si c'est foldé jusqu'à moi. Et paire de valets, on a un squeeze à faire pour value face à un min raise du joueur UTG. Alors je suis payé par le bouton et je trouve top 7. J'ai top brelan sur ce flop assez connecté. Donc maintenant, quand je trouve ce flop, quand je vois ma main, la première chose à laquelle je pense c'est comment je veux mettre tout l'argent au milieu. Mon objectif c'est que voilà, mes 181 $ qui restent, je veux qu'ils soient au milieu dès le flop. Alors il y a plusieurs manières de faire ça. La première serait de checker, pourquoi pas checker, et d'ailleurs c'est pas une si mauvaise idée que ça sur ce type de flop en particulier. La raison c'est que quand je vais checker ce flop, ce sera souvent pour abandonner le coup, parce que c'est un flop tellement connecté que si je le mise pas, c'est que j'ai probablement pas une main super forte. Par exemple si j'ai les as, si j'ai les rois, la majorité du temps je vais miser ce flop, je vais pas checker ce flop, de peur que mon adversaire check et qu'un 10, une dame, un pique vienne au turn, ce sera quelque chose que je préfère éviter. Donc ici checker ça peut justement être intéressant à ce que mon adversaire pense que j'abandonne le coup. C'est-à-dire que j'ai As-Roi, j'ai As-Dame, voilà, j'ai raté le flop. Ce flop est connecté, je m'attends à ce que mon adversaire ait touché ce flop. Donc du coup, je vais simplement checker, folder, voilà. Bon, je suis hors position, ça va être trop difficile à jouer As-Roi de cette manière-là sur ce type de board, donc je préfère checker et abandonner le coup. Ce qui peut être également intéressant, c'est de miser ce flop pour essayer d'induire un raise de mon adversaire. Donc si c'est ce que je vais faire, je vais miser assez peu, je vais miser 28, je crois, sur ce flop. Voilà, je vais miser simplement 28 et l'idée c'est d'essayer d'induire un raise de mon adversaire, que ça soit avec un tirage quinte, un tirage flush, que ça soit un bluff. L'idée c'est que c'est un flop assez connecté, je m'attends à ce que mon adversaire me relance assez souvent sur ce type de flop. Donc je préfère miser ce flop et voilà, essayer de mettre l'argent au milieu le plus rapidement possible. Alors, maintenant que j'ai été relancé, donc j'ai réalisé ce que je voulais faire. Et maintenant la question se pose, est-ce qu'il faut simplement payer ou est-ce qu'il faut relancer? Ici je préfère relancer pour un tas de raisons, et la première étant que la turn peut vraiment devenir horrible pour ma main et tuer mon action, c'est-à-dire que si par exemple un 10 vient au turn, si une dame vient au turn, si un 8 vient au turn, pas vraiment une dame, plutôt un 8, d'ailleurs un 8 ou un 10, si un pique vient au turn, ça va peut-être être plus difficile de tirer de la value de ma main si jamais il avait une main avec laquelle il voulait partir à tapis au flop. Donc je préfère maintenant relancer, partir à tapis. S'il a un tirage, il va peut-être me payer, peut-être pas, mais dans tous les cas, j'ai tiré vraiment un maximum de value de ma main de cette manière-là. Et s'il était en bluff, moi j'ai quand même gagné 62 $ sur un bluff, ce qui est plutôt pas mal. 30 bébés. Alors il colle assez rapidement, et comme vous allez le voir, malheureusement c'était un couleur pour lui. Il n'y avait pas grand chose à faire finalement. Vous allez voir, il avait paire de 9 ici, donc il avait un brelan aussi. Alors après coup, c'est voilà, l'argent allait partir au milieu, quoi qu'il arrive, on a tous les deux un brelan. Mais avec ma ligne, je pense avoir essayé d'optimiser un maximum la value que je pouvais prendre face à sa range complète ici, et pas seulement dans une situation de couleur où il a un brelan et j'ai également un brelan, et on est tous les deux contents de mettre l'argent au milieu évidemment. Alors, maintenant on va aborder un sujet différent qui est la range de 3 bêtes en position. Alors ici j'ai valet 10 offsuit au bouton, on a un joueur qui relance au cutoff, et c'est une situation assez intéressante pour surrelancer l'ouverture au cutoff. La raison est que 10 valet offsuit, ce n'est pas une main avec laquelle je veux payer et que je veux jouer le pot en position. Si c'était suité, au contraire, j'aurais plus tendance à payer et à jouer le pot en position. C'est une main qui se joue très bien en position, qui se joue très bien post-flop, où je vais pouvoir appliquer, mettre de la pression à mon adversaire post-flop avec un certain nombre de tirages. Ici, avec valet 10 offsuit, c'est une main plus faible. Et ici, je préfère un relancer. C'est une main que je n'ai pas vraiment envie de jouer. Comme je le dis, j'ai pas envie de... En fait, je suis dans une situation où soit je vais relancer, essayer de prendre le coup pré-flop, ou alors me faire payer, gagner le coup sur un continuation bet, ou alors fold list, voilà. Donc ici je vais relancer.
pour voilà, les raisons évoquées. Malheureusement, j'ai un mauvais timing et Colaro se réveille avec une vraie main. Donc bon, j'ai un fold assez facile à faire avec Valet 10. Mais ça n'empêche pas que Ultimate Boy avait, si vous avez remarqué, qu'à foldé super super vite. Donc j'aurais probablement gagné le coup si Colaro n'avait pas paire de roi, paire d'as ou as roi ici. Et pour justement pour revenir à cette range de 3 bêtes, je discutais avec un ami de ça il y a peu de temps et qui me disait qu'il avait tendance à 3 bêter par exemple des paires au bouton sur une ouverture du cutoff. Par exemple le cutoff relance, vous avez paire de 5 au bouton, et lui il avait tendance à 3 bêter ce genre de main, à surrelancer avec paire de 5. Personnellement c'est des mains que je préfère simplement payer. La raison est que paire de 5 a beaucoup trop de value post-flop. C'est-à-dire qu'avec paire de 5, voilà, vous allez toucher votre brelan, et si jamais vous le touchez, vous êtes vraiment content de mettre tout l'argent au milieu. Et que relancer, vous allez gagner, certes, souvent pré-flop en le faisant folder, mais les gains sont beaucoup plus faibles que si jamais vous arrivez à stacker votre adversaire en ayant touché votre brelan. Donc c'est vraiment le type de main que je vais pas essayer de 3 bêtes, que je vais plutôt simplement me contenter de payer, tout jouer post-flop avec cette main. Et c'est un peu au contraire, c'est différent avec des mains type As-2 par exemple. Voilà, si vous avez As-2 au bouton, c'est une main que j'aurais tendance à 3-bêter en restyle encore une fois sur une ouverture du cutoff. C'est pas une main avec laquelle je vais payer au bouton. Je préfère relancer, essayer de gagner le coup tout de suite ou jouer le coup en position. Et pardon. Et le faire folder la majorité du temps chaque fois quand il n'aura pas touché le flop. Plutôt que payer en position. Et avec toutes ces mains que je vous ai énoncées, il y a également des mains que je vais relancer strictement pour value, que ce soit paire d'as, paire de roi, as roi, as dame, paire de valet, paire de 10, etc. C'est vraiment des mains que je vais relancer pour value. Et du coup ça va être assez difficile pour mes adversaires de jouer contre moi, étant donné qu'ils savent jamais si j'ai une vraie main, si je relance avec paire d'as cette fois-ci, si je relance avec valet 10 offsuit. Et du coup ça me permet d'être un peu moins prévisible et comme ça cultiver une image agressive, c'est-à-dire que la prochaine fois que j'aurai les as, peut-être que mon adversaire me donnera un peu moins de crédit, me donnera un peu plus d'action que si j'avais pas fait ce 3 bet quelques mains auparavant. Et voilà, c'est important d'essayer de cultiver ce type d'image agressive. Ici, Ultimate Boy sur la table de droite, je n'étais pas impliqué dans le coup, mais paye une relance UTG et mise le flop 2-5-8. Ici, je m'attends à ce qu'il ne fold pas sur un raise par exemple. C'est probablement ce qu'on appelle un donk bet 3 bet, c'est-à-dire qu'il bet le flop. Si l'adversaire le re-raise, il va probablement re-raise all-in. Donc sa range pour faire ça, ça sera très souvent soit l'as de pique, soit un brelan, enfin vraiment, soit peut-être une flush flopée, enfin des mains avec lesquelles il veut vraiment aller au bout. Et ce serait pas un bon spot pour relancer un donk bet ici avec un bluff. Il va trop souvent vous faire tapis pour que ça soit profitable. Alors pour en revenir aux 3 bêtes et à l'agressivité pré-flop, plus vous allez monter de limite, plus vous allez rencontrer justement des joueurs qui vont vous relancer pré-flop constamment, et c'est vraiment quelque chose à avoir dans son arsenal, à essayer de sortir vos adversaires de leur zone de confort. Quand vous imaginons que je relance par exemple valet dame au cutoff, que le bouton me sur-relance, j'ai pas grand chose à faire si ce n'est folder malheureusement. Et c'est vrai que le 3 bet en position est une arme assez redoutable. Et voilà, quelque chose vraiment à essayer d'ajouter à son arsenal si c'est pas déjà le cas. Alors Daksonovic, également un joueur qui je connais un peu moins mais qui apparemment joue également sur beaucoup de tables, donc un peu dans le même état d'esprit que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais relancer tout le temps ma small blind, vous allez voir durant la fin de la vidéo. Chaque fois je vais relancer ma small blind, chaque fois il va folder. Tout le temps essayer de gagner ces petits pots pré-flop, c'est vraiment, vraiment intéressant.
Je me suis jamais fait sur relancer sur la table de gauche, donc je vais continuer à ouvrir un très large éventail de mains, gagner tous ces pots pré-flop. Et ici, une main aussi faible que dame 8, voilà, ça me permet de gagner les blinds. Alors, As-3 suité, c'est une main très faible pour relancer UTG, j'aurais probablement pas dû le faire. Et je vous déconseille de relancer des mauvais As hors position comme ça va être assez difficile de les jouer. Ici, c'est une erreur de ma part d'avoir relancé As-3 suité UTG. Et je rate totalement le flop, toujours face à notre même adversaire. Petit mot sur la texture du flop. Donc ici, encore une fois, on est simplement heads up, donc c'est un flop que je vais quand même continuation bet. Je m'attends à lui faire folder quand même une certaine portion de sa range, même si je m'attends également à ce call quand même assez régulièrement. Mais je vais pouvoir lui faire folder des mains type paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 6, des overcards également, type roi dame, je vais peut-être pouvoir lui faire folder. Et si jamais je suis payé, j'ai également un certain nombre de scary cards au turn que je vais pouvoir second barrel. Par exemple, s'il me paye et qu'il y a un roi au turn, je vais pouvoir continuer à miser. Donc ici, c'est pour cette raison que je décide de miser ce flop. Malheureusement, je me fais insta min raise, pardon. Et en ayant totalement raté le flop, pas grand chose à faire. Mais l'erreur était venue probablement pré-flop où j'aurais dû folder ce As-3 suite et UTG. Enfin. C'est vrai que je suis assez actif sur les deux tables à l'heure actuelle. J'ai des stats 27-25 sur la table de gauche et 27-27 sur la table de droite. Ce qui est plutôt loose. Plutôt même vraiment loose. Donc faut également être conscient de son image. Voilà, j'ai une image assez loose. Il faut vraiment en être conscient quand vous jouez. Donc encore une fois, je vais relancer tout le temps la small blind, la big blind of advantage. Tirer profit du fait qu'il joue beaucoup de tables. Malheureusement cette fois-ci, il se réveille probablement avec une vraie main et je vais pas payer avec As-8 face à un joueur qui a une range probablement très forte. Si je préfère folder et attendre la prochaine blind pour continuer à lui revoler à la prochaine blind. Et sur la table de gauche, encore une fois, on lui vole sa blind. Et c'est vrai que voler les blinds, ça peut paraître comme ça pas forcément important, mais je vous assure que gagner 3 dollars, c'est loin d'être négligeable. Ça augmente votre win rate de manière vraiment conséquente. Et si vous pouvez voler les blinds face à des joueurs qui sont tight en blind, n'hésitez vraiment pas, c'est une source de gain vraiment vraiment loin d'être négligeable. Ici 8 et 9 offsuit, je vais folder. Mais 8 et 9, si c'était suité, j'aurais payé la relance d'house advantage. C'est une main que je veux jouer en position face à ce type de joueur là. Voilà, un joueur qui a une range assez forte. C'est des mains type suited connectors, des mains type paire de 5, c'est vraiment des mains qui sont intéressantes à jouer contre ce type de joueur. Des mains qui sont pas vraiment dominées mais qui peuvent toucher gros sur le flop. Ici, Dame 9 au hijack, c'est une relance assez loose. Mais encore une fois, j'ai jamais été trop embêté, on m'a jamais su relancer. On a tout le temps donné du crédit à mes relances, bien que j'en fasse beaucoup. Donc aucune raison de s'en priver, je vais continuer à relancer beaucoup de mains, beaucoup de mains et beaucoup de mains. Vous pouvez remarquer que la taille de mon stack augmente petit à petit sans jamais avoir joué un coup vraiment de manière approfondie post-flop. Simplement en volant l'œil blind régulièrement, j'arrive comme ça à monter mon stack petit à petit. En attendant la rencontre qui, du fait de mon image agressive, pourrait également être en ma faveur.
Bon, ici, roi 10, encore une relance beaucoup trop loose, mais on s'en refait pas. Ouais, roi 10, j'aurais tendance à relancer, enfin, ouais, j'aurais tendance à conseiller plutôt à relancer vraiment une range très forte UTG, c'est très difficile de jouer hors position, et ici, roi 10, c'est beaucoup trop loose à relancer UTG, je vous le déconseille de le faire. Et d'ailleurs, je suis pas vraiment satisfait que je l'ai fait également. J'aurais dû folder. Ici sur la table de gauche, donc une main où je ne suis pas appliqué, mais on a Daxonovic qui a relancé au hijack, le bouton qui avait payé et le joueur en small blind qui squeeze. Alors, Tilt Donkey check ce flop et check la turn. Et Daxonovic check également. J'avance, je vais un peu trop vite, voilà. J'aurais tendance à miser, pour ma part, à la place d'Axonovic, j'aurais misé le turn avec vraiment toute ma range ici. Quand il a checké 2 fois, c'est probablement pour abandonner le coup. Il a probablement pas un gros trèfle, il a probablement pas une main vraiment suffisante pour pouvoir continuer dans la main. Alors que, voilà, il avait squeezé avec 3 et 5 de carreau, et du fait qu'il a joué sa main de manière si passive post-flop, il l'a laissé toucher, son brelan de 3, et si jamais il n'avait pas touché son brelan de 3, il aurait également pas eu d'action à la rivière, donc finalement ici, j'aime pas du tout la manière donc d'Aksionovic a joué cette main, il aurait soit dû miser le flop, soit miser la turn, mais checker, il n'y a pas vraiment d'intérêt à laisser votre adversaire comme ça, lui essayer des cartes gratuites. Alors 5 et 7, je vais limper, on a le joueur UTG qui a limpé UTG, donc je vais compléter en small blind, ici je trouve ma paire de 7, et House Advantage qui me surrelance, donc on a un snap fold d'affaires évidemment, il va pas s'embarquer ici sans une main solide. Donc je fold ma paire de 7. Et moi, encore une fois, c'est une erreur que je vois beaucoup de joueurs faire. C'est face à un joueur qu'on a identifié comme assez tight, comme jouant beaucoup de tables, comme ne s'impliquant pas dans des situations marginales. Vous avez vraiment aucune raison de leur donner de l'action sans une vraie main. N'essayez pas de les attraper en train de bluffer. Ce type de joueur bluffe vraiment trop peu pour pouvoir rendre des hero calls profitables. Alors, sur la table de droite, je relance valet 8 suité au bouton et je suis payé par la big blind. C'est un flop parfait pour faire un continuation bet, il n'y a aucun tirage. S'il a pas d'as, ça va être assez difficile pour lui de pouvoir continuer dans la main jusqu'au bout. Malheureusement, il me min raise encore une fois. Là, ça devient assez délicat dans la mesure où il y a très peu de mains qui va relancer ici pour value. Il peut me relancer paire de 2, paire de 7, voire As7, As2. Mais c'est pas la première fois qu'il me surrelance, donc ici je regarde ses statistiques Hold'em Manager pour voir le nombre de fois qu'il me check raise. Ça commence à faire beaucoup. Donc je suis en train de me poser la question si un re-raise ici serait profitable, en pensant qu'il peut me check raise comme ça en bluff. Le problème c'est que je n'ai pas assez de données sur ce joueur là, que j'ai pas un assez bon read encore sur cet adversaire pour pouvoir le re-raise bluff ici. Mais si jamais je n'ai à jouer un peu plus souvent face à cet adversaire-là, c'est un read que je pourrais affiner. Et justement me permettre après de pouvoir soit flotter son raise ou soit le re-raise encore en bluff. Ici. Mais bon, sans read particulier, en ne connaissant pas assez l'adversaire, c'est un move assez fancy que je préfère éviter. Alors, je veux discuter de cette main pour justement vous expliquer le principe d'avoir le principe d'avoir un plan pour la main. Alors ici je relance 9-7 suité au cutoff et je suis payé par WCG Rider en blind. Alors on remarque tout d'abord encore une fois que c'est un très bon flop pour faire un continuation bet. Il n'y a pas vraiment de tirage, il n'y a aucun tirage flush, il n'y a pas vraiment de tirage quinte et je m'attends à prendre le pot la majorité du temps. Par contre, s'il me paye, on va pouvoir restreindre sa range à une certaine catégorie de mains qui sont les paires. C'est-à-dire que s'il a paire de 6, s'il a paire de 7, c'est un flop qu'il trouve probablement bon pour sa main et un flop qu'il pense que j'ai probablement raté et du coup qui se trouve devant avec sa paire de 6, sa paire de 7, etc. Donc du coup, si je me fais payer, je sais déjà quelle carte je vais miser au turn. C'est-à-dire que si un as vient au turn, si un roi vient au turn,
Si un valet vient au turn, si une 10, si un 9 vient au turn, je vais continuer à miser le turn. Du fait que j'ai identifié sa range comme une main type paire de 6, paire de 7, je m'attends à ce qu'il fold souvent le turn si une nouvelle overcard vient à sa paire en fait finalement. Et du coup l'idée c'est vraiment d'essayer comme ça de déterminer des scary cards par rapport à la range de votre adversaire pour essayer de le faire folder. Par contre, si la turn vient un 2, si la turn vient un 6, un 7, c'est des cartes qui vont peut-être l'améliorer, lui donner un brelan, ou des cartes qui vont pas finalement faire peur à sa range. Donc c'est des cartes où j'aurais plutôt tendance à checker la turn et abandonner le coup du fait que je m'attends pas vraiment à ce qu'il fold de la turn dans cette situation si telle ou telle carte était venue au turn. Donc pardon. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un plan, d'essayer de déterminer quelles cartes sont des scary cards par rapport à la range de votre adversaire et miser sur ce type de carte au turn. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires dans le thread de la vidéo. Si vous souhaitez discuter de manière un peu plus approfondie de certaines mains, n'hésitez surtout pas. Je vous dis à bientôt, c'était Cyril pour l'imports.com, bye bye.